Tu saignes. Et je ne parle pas de la petite égratignure qu'on soigne avec un pansement Hello Kitty et un bisou magique. Je parle du genre de saignement qui transforme le sol sous tes pieds en une carte géographique rouge et glissante. Le genre qui rétrécit ta vision jusqu'à ce que le monde ressemble à un tunnel sombre et flou. Tes jambes, autrefois solides, ne sont plus que des suggestions molles qui refusent d'obéir. Il y a un trou dans ton corps qui n'était pas là il y a 10 minutes. Dans l'ancien monde, tu aurais entendu des sirènes. Des hommes en uniforme seraient venus te chercher, t'auraient injecté de la morphine et t'auraient transporté dans une salle blanche et stérile. Mais ce monde-là est mort. L'hôpital le plus proche est soit un tas de décombres fumants, soit une forteresse occupée par des gens qui préféreraient te tirer dessus une seconde fois pour prendre tes chaussures. Aucune ambulance ne viendra. Aucun chirurgien ne se lave les mains en attendant ton arrivée. Il n'y a que toi, une armoire de salle de bain pillée, et la possibilité très réelle que tu sois sur le point de te transformer en engrais pour les mauvaises herbes qui poussent à travers le bitume. Mais voici la vérité brutale sur les trous de balles et les plaies profondes. Ils sont étonnamment démocratiques. La physique se fiche de qui tu es. Que tu sois un prépeur, entraîné avec un bunker rempli de riz, un charognard opportuniste ou simplement un comptable qui a eu de la chance jusqu'à aujourd'hui, le corps humain fuit de la même manière. Nous sommes tous des sacs de viande sous pression. Et si tu sais ce que tu fais, si tu peux garder tes mains stables alors que ton cerveau hurle de panique, tu pourrais juste colmater cette fuite assez longtemps pour voir le soleil se lever demain. Pas d'inquiétude. Respire. Nous allons faire de la médecine de terrain, style apocalypse. Oublie le serment d'Hippocrate. Ici, c'est la loi de la survie. Chapitre 1. La pression. Étouffer le volcan. Première étape, arrêter l'hémorragie avant de devenir une statistique gravée sur une pierre tombale improvisée. Ta priorité absolue est la pression, pas la pression psychologique. Tu en as déjà assez comme ça avec la fin du monde, mais la pression physique, brute et mécanique. Ton système circulatoire est une plomberie complexe. Quand un tuyau perce, tu ne le regardes pas couler en espérant qu'il se répare tout seul. Tu bouches le trou. Trouve l'objet ressemblant le plus à du tissu propre à portée de main. Un t-shirt, une serviette, un rideau arraché. Bon sang, même une chaussette sale fera l'affaire si c'est tout ce que tu as. L'hygiène est un souci pour plus tard. Pour l'instant, le volume sanguin est roi. Plie ce tissu pour en faire un tampon épais. Ne le pose pas délicatement. Appuie-le directement sur la plaie, comme si tu essayais d'étouffer un petit incendie, parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu étouffes une hémorragie avant qu'elle ne te transforme en un ballon de viande dégonflé. Appuie de tout ton poids. Verrouille tes coudes. La douleur sera aveuglante, une symphonie de nerfs qui hurlent, mais tu dois ignorer ce signal. La douleur signifie que tu es encore en vie, et voici la règle d'or que tout le monde enfreint. Ne soulève jamais le tissu pour vérifier si ça saigne encore. Spoiler, oui, ça saigne encore. Tu as un trou dans le corps, Einstein. À chaque fois que tu soulèves ta compresse pour jeter un coup d'œil curieux, tu arraches le début de caillot sanguin que ton corps essaye désespérément de former. C'est comme ouvrir la porte du four toutes les 2 minutes pour voir si le gâteau est cuit. Tu ruines le processus. Si le sang traverse le tissu, ne l'enlève pas. Ajoute une autre couche par-dessus. Empile-les. Crée une montagne de coton imbibé de sang s'il le faut. Si la blessure est sur un bras ou une jambe, élève le membre au-dessus du niveau de ton cœur. La gravité est gratuite, elle ne tombe jamais en panne, et elle est étonnamment efficace pour ralentir le débit. Si c'est ton torse qui est touché, eh bien, tu ne peux pas exactement faire léviter ton foie, alors oublie l'élévation et concentre-toi sur la pression. Appuie jusqu'à ce que tes doigts deviennent blancs. Appuie comme si ta vie en dépendait, car c'est littéralement le cas. Chapitre 2. Le garrot, la ligne rouge. Parfois, la pression ne suffit pas. Si le saignement est artériel, tu le sauras tout de suite. Ce n'est pas un écoulement sombre et paresseux. C'est du sang rouge vif, oxygéné, qui pulse en rythme avec ton cœur et qui gicle comme un tuyau de radiateur percé. C'est le signal d'alarme universel. Si tu vois ça, tu as environ 3 minutes avant de perdre conscience. Il te faut un garrot, et vite. Oublie les films où le héros utilise ses lacets. C'est un mythe dangereux. Un lacet, un fil électrique ou une corde fine vont agir comme un fil à couper le fromage. Ils trancheront tes tissus, tes muscles et tes nerfs avant même d'arrêter le sang. Tu perdras le membre à coup sûr. Tu as besoin de quelque chose de large, au moins 5 cm, 2 pouces. Une ceinture en cuir, une sangle de sac à dos, une bande de denim déchirée d'un vieux jean, une laisse pour chien. Enroule-le autour du membre, quelques centimètres au-dessus de la plaie, toujours entre le trou et le cœur. Jamais sur une articulation, coude ou genou, car les artères s'y cachent profondément. Fais un nœud simple. Ensuite, trouve un treuil improvisé, un bâton solide, un tournevis, une clé anglaise, un stylo en métal robuste, place-le sur le nœud et fais un autre nœud par-dessus. Maintenant,
Tourne. Tourne ce bâton, comme si tu remontais l'horloge de ta propre mortalité. Ça va faire mal. Non, corrigeons ça. Ça va être une torture absolue. Beaucoup de gens s'arrêtent, parce que la douleur du garrot devient insupportable, souvent pire que la blessure elle-même. Ne t'arrête pas. Si ça fait mal, c'est que ça marche. Tu dois serrer jusqu'à ce que le saignement s'arrête totalement et que tu ne sentes plus de pouls en dessous du garrot. Une fois serré, bloque le bâton pour qu'il ne se déroule pas. Marque l'heure. C'est crucial. Écris-la sur ton front avec un marqueur ou avec ton propre sang sur le mur à côté de toi. Un garrot laissé trop longtemps tue le membre. Tu as une fenêtre d'environ 2 heures avant que les tissus ne commencent à se nécroser par manque d'oxygène. Au-delà, tu devras choisir entre mourir vidé de ton sang ou vivre avec une amputation future. C'est le genre de dilemme amusant que l'Apocalypse nous offre. Chapitre 3. L'irrigation, la dilution de la mort. Supposons que tu n'es pas mort dans les premières minutes. Félicitations, tu as passé le premier niveau. Maintenant, le vrai jeu commence. L'ennemi n'est plus la perte de sang, c'est l'infection. La septicémie est le tueur silencieux qui vient finir le travail que la balle a commencé. Une plaie par balle ou par couteau n'est jamais propre. Elle a entraîné avec elle des morceaux de vêtements sales, de la poussière, de la poudre et toutes les bactéries qui vivaient sur ta peau. Tu dois nettoyer ça. Le terme médical est irrigation. La traduction réelle est noyer les saletés. L'idéal, de l'eau bouillie puis refroidie. Mais tu n'as probablement pas le temps d'attendre que l'eau refroidisse. Utilise de l'eau en bouteille si tu en as. Pas d'eau en bouteille? L'eau du robinet, si elle coule encore, vaut mieux que rien. Même si elle a un goût de rouille et de regret, c'est mieux que la gangrène. Verse-la directement dans la plaie. Pas un petit filet timide. Tu as besoin de pression. Tu n'essaies pas de baptiser la blessure, tu essaies de chasser les débris par la force hydraulique. Si tu as une solution saline, c'est le Graal. Si tu as de l'eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène, utilise-la une seule fois au début, pour faire mousser et expulser les crasses. Mais n'abuse pas. Le peroxyde détruit les tissus sains autant que les bactéries. Et pour l'amour de la science, garde ta vodka ou ton whisky pour ta gorge. Verser de l'alcool fort sur une plaie profonde est une idée d'Hollywood. Ça brûle comme l'enfer, ce qui va augmenter ton état de choc. Ça endommage les tissus qui essayent de guérir, et ça ne stérilise pas aussi bien que tu le penses. L'alcool est plus utile pour désinfecter tes instruments ou pour anesthésier ton esprit face à l'horreur de la situation. Une fois rincé, sèche le pourtour, pas l'intérieur, avec le tissu le plus propre que tu puisses trouver. Soyons honnêtes, dans ce monde, propre est un concept relatif. Disons, le moins sale. Chapitre 4. Le rembourrage, remplir le vide. Les trous ne se referment pas par magie. Si la balle a traversé de part en part, entrée et sortie, tu as 2 problèmes. Si elle est restée dedans, tu as un trou dans un sac de viande qui joue à cache-cache avec tes organes vitaux. Dans les 2 cas, tu dois méchir la plaie, wound packing. C'est ici que ça devient viscéral. C'est le moment où la plupart des gens tombent dans les pommes. Tu vas devoir mettre tes doigts dedans. Trouve de la gaze stérile. Si tu n'en as pas, déchire des bandes de tissu propres, coton fin, prends une bande et commence à la pousser au fond de la plaie. Utilise ton doigt ou une pince à épiler si tu en as une. Ne te contente pas de poser la gaze dessus. Tu dois remplir la cavité. Imagine que tu farcis une dinde de Noël, mais une dinde horrible et vivante qui est ton propre corps. Le but est simple. Appliquer une pression interne. Tu essaies d'arrêter le saignement des vaisseaux sanguins que tu ne peux pas voir, ceux qui sont coupés au fond du trou. Pousse la gaze, tasse-la, ajoute une autre bande, tasse encore. Tu dois remplir chaque millimètre d'espace vide jusqu'à ce que la gaze affleure la peau. C'est barbare, c'est dégoûtant, et ça va faire un mal de chien. Fais-le quand même. Tu cherches un équilibre. Assez serré pour comprimer les vaisseaux ouverts, mais pas tellement compact que tu coupes toute circulation périphérique, bien que l'hémorragie soit la priorité. C'est un art macabre. S'il y a un trou de sortie, fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que le puits est rempli, place un gros pansement par-dessus et scotche-le fermement. Le ruban adhésif médical est top. Le duct tape, ruban adhésif toilé, fonctionne à merveille en cas d'urgence. Le scotch de bureau, c'est une blague, mais si c'est tout ce que tu as, fais 10 fois le tour du membre. Chapitre 5. La pharmacie de l'Apocalypse. Antibiotiques et miel. L'hémorragie est arrêtée. Le trou est bouché. Maintenant, la guerre microscopique commence. Si tu as accès à des antibiotiques modernes, amoxicilline, doxycycline, ciprofloxacine, c'est le moment de piller ton stock. Prends-les. Ne saute aucune dose. Même si tu te sens mieux le lendemain, continue. Se sentir bien est un mensonge que ton corps te raconte juste avant que l'infection ne revienne avec des renforts pour te tuer. Pas d'antibiotiques? Bienvenue au Moyen-Âge, mais avec une touche de science. Cherche du miel.
Je parle de vrai miel, brut si possible, pas le sirop de maïs aromatisé vendu dans des oursons en plastique. Le miel a des propriétés antimicrobiennes puissantes. Il est hypertonique, il aspire l'eau des bactéries, les déshydratant à mort, et produit naturellement du peroxyde d'hydrogène à faible dose. Enduit la plaie, ou la gaze, de miel avant de fermer. Ça colle, c'est bizarre, mais ça marche. Des civilisations entières ont survécu grâce à ça. L'ail est ton plan C. Écrase de l'ail frais, mélange-le avec un peu d'huile ou d'eau et applique-le. Oui, tu sentiras comme une pizzeria bon marché, mais l'allicine contenue dans l'ail est un antibiotique naturel puissant. Entre puer l'ail et puer la gangrène, le choix est vite fait. Chapitre 6. Le choc, la panne système. Tu as tout fait correctement. Mais ton corps est une diva, et sa réaction au traumatisme est le choc. Ce n'est pas de la surprise, c'est un effondrement circulatoire. Ton corps panique et décide de couper l'afflux sanguin vers les zones non essentielles, ta peau, tes bras, tes jambes, pour protéger le cœur et le cerveau. Si ça va trop loin, tout s'arrête. Surveille les signes, peau pâle et moite, sueur froide, respiration rapide et superficielle, pouls filant, rapide mais faible. Et le signe le plus dangereux, la confusion ou l'euphorie. Si tu es en train de te soigner et que soudain tu te dis « Hé, c'est pas si grave, je vais faire une sieste », tu es en train de mourir. C'est l'hypoxie cérébrale qui te berce avant la fin. Si tu sens le choc arriver, allonge-toi. Ne reste pas debout, jambes en l'air. Surélève tes pieds de 35 cm pour renvoyer le sang vers ton cœur et ton cerveau. Sauf si la blessure est sur la tête ou le torse et que ça gêne la respiration. Chaleur. C'est crucial. Une personne en choc perd sa capacité à réguler sa température. Même s'il fait 20 degrés, tu vas mourir d'hypothermie. Couvre-toi. Couverture, veste, tapis, chien, n'importe quoi. Isole-toi du sol. De hydratation, avec prudence. Si tu es conscient et que tu ne vomis pas, bois de petites gorgées d'eau. Pas de grande rasade, ton estomac est en grève. Conclusion. La victoire du cafard. Pourquoi tout cela fonctionne-t-il? Parce que ton corps veut vivre. Il a juste besoin d'un coup de main. Les caillots sanguins sont comme des sacs de sable microscopiques que tes plaquettes empilent pour faire un barrage. La pression que tu appliques aide ces sacs à tenir en place. Le garrot coupe l'eau en amont pour permettre aux ouvriers de réparer la digue. Le bourrage de la plaie crée un échafaudage interne pour la cicatrisation. Le miel ou les antibiotiques sont les forces spéciales envoyées pour tuer les envahisseurs. Si tu survis à la première heure, tes chances doublent. Si tu survis à la première nuit, tu pourrais bien t'en sortir. Il n'y a pas d'hôpital, pas de bip rassurant des machines, pas d'infirmière pour t'apporter de la gélatine verte. Il n'y a que toi, recroquevillé sur un sol sale couvert de sang séché et de miel, serrant un bâton tordu dans un garrot de fortune. Mais regarde-toi. Le trou est bouché. Le sang reste à l'intérieur. Tes poumons continuent de pomper l'air vicié de ce monde brisé. Dans cet enfer, respirer est la seule victoire qui compte. Si la douleur commence à s'estomper en une pulsation sourde et que la fièvre ne te consume pas, alors félicitations. Tu as fait plus que survivre. Tu as refusé de mourir. Maintenant, lève-toi. Tu as une balle à extraire plus tard ou une tombe à éviter. Dans tous les cas, ta journée n'est pas finie.